Jean-Michel Fourniot pour une discussion d'une dizaine de minutes. Oui, je vais juste rentrer dans 3 ou 4 questions. Rapidement, j'avais prévu, mais je vais pas le faire, d'essayer de résumer le bouquin, mais tu en as présenté l'essentiel. Alors je veux quand même d'abord dire que je suis très heureux de cette discussion. J'ai été ton étudiant il y a 35 ans, et en tout cas, en 83 ou 4, je ne sais plus, oui, absolument, et que ça a été pour moi un moment intellectuel extrêmement fort, qui m'a beaucoup marqué, et que depuis j'ai suivi assez largement ses travaux. On s'est croisé quelquefois d'autres occasions, mais donc je prends toujours grand intérêt à lire tes travaux, même si j'ai eu du mal l'enquête sur les modes d'existence, qui est une entrée, voilà, une entrée plus métaphysique, qui pour moi est un peu plus compliquée par rapport à ce que je fais. Mais le problème n'est pas là, c'est simplement pour dire que voilà, ce bouquin-là, tu l'as dit plusieurs fois, c'est un bouquin qui est un bouquin plus politique, et plus politique au sens à la fois ordinaire du terme, c'est-à-dire que tu l'as dit, tu te situes dans l'actualité politique, tu termines le bouquin par un plaidoyer pour l'Europe, donc une forme de prise... Voilà, qui est une forme de prise de position politique, donc il y a un aspect essai politique proprement dit, mais aussi un bouquin politique au sens plus latourien que tu donnes dans plusieurs travaux et débats que tu as essayé d'avoir sur ces questions de la politique quand tu étais à Sciences Po avec tes collègues de Sciences Po, débats qui ont un peu capoté assez rapidement, c'est d'entrer dans un travail justement de redescription, puisque c'était quand même essentiellement ça que tu proposais comme vision de la politique, c'est un travail de redescription, différentes possibilités, en proposant différentes définitions de ce qu'était la politique, et finalement de circulation entre des différentes définitions. Donc on y trouve les deux choses qui sont là bien matérialisées autour de l'enquête, autour de ces questions de description du territoire. Donc c'est autour de ces questions de description du territoire que je voudrais soulever quelques interrogations en rapport avec les questionnements que le GIS a mis à son programme d'activité en réorientant cette activité vers les questions d'expérimentation démocratique. Et de ce point de vue-là, parce qu'il y a le fait que tu présentes cette redescription du territoire comme quelque chose qui n'a rien à voir avec la démocratie participative, c'est noté quelque part dans le bouquin, est plutôt stimulant pour nous, parce que ça va justement dans le sens de la réflexion que nous avons engagée, où la démocratie participative est souvent réduite à un ensemble de dispositifs, justement donc de manières de totalisation politique. Mais alors, donc, autour de ça, 4 interrogations. Justement sur la question une première sur la question des SHS, 2 sur les questions de description, puis un mot sur les questions de cahier de doléances et de la participation politique. Sur la question des SHS, même si ton livre donc, a une dimension d'essai politique au sens ordinaire, rentrer dans le raisonnement que tu proposes implique quand même d'adopter tout un vocabulaire qui est assez foisonnant autour du terrestre, et qui peut être un peu déroutant quand même à la première lecture, et donc nous désorienter plutôt que nous orienter d'une certaine manière. Et cette profusion de vocabulaire, c'est une critique qui t'a été faite dans la presse, ne conduit pas forcément à désigner précisément justement les amis et les ennemis pour spécifier les intérêts sociaux, économiques et financiers, les jeux de domination qui constituent les obstacles politiques à la réorientation vers le terrestre. Et donc, même si tu utilises peu le terme d'anthropocène, ni celui de Gaïa dans ce livre, mais ce vocabulaire associé au terrestre est redevable un peu de certaines critiques qui ont été faites au terme d'anthropocène, au concept, tel qu'il est manié, pas tel qu'il est inventé par Marguerite et Lovelock, mais plutôt tel qu'il est manié dans une certaine littérature écologique. Je pense par exemple aux travaux de Clive Hamilton.
ça m'a beaucoup frappé à la lecture. C'est le maniement d'un nous générique qui nous ramène à une vision justement planétaire plutôt unique, où tous les humains seraient impliqués dans l'anthropocène de la même manière, sans différenciation, et partageraient les mêmes responsabilités de façon indifférenciée. Donc le foisonnement du vocabulaire, des fois, je pense que ouvrir la description du territoire est sans doute une manière de combattre cette vision monolithique, mais l'exercice de description que tu proposes peut se prêter quand même à la critique. Et notamment autour de l'article qui vient de paraître là, dans Science avec Timothy Lanton, Stéphane Foucard en a fait une recension dans Le Monde, dans laquelle il était extrêmement critique, sur le rôle notamment sur le rôle des sciences sociales, en disant par exemple que le rôle des sciences sociales devrait être plutôt que d'utiliser des métaphores gaïennes, le dévoilement des mécanismes sociaux qui gênent la construction, parmi lesquels certains des ressorts les plus importants de l'économie capitaliste actuelle. Les SHS sont également indispensables à l'élaboration de modèles sociaux favorables à la sobriété dans la consommation de matière et d'énergie. Oui, j'ai dit Foucard. J'ai dit Foucard, parce que c'est Sylvestre qui l'a dit. Excuse-moi. Oui, oui. Et donc, le rôle que tu décris, notamment dans ce papier avec Lenton, pour les SHS, multiplier les senseurs avec un S, les manières de sentir, améliorer leur qualité, accélérer la dissémination des résultats des sciences du vivant, avec lesquels associer les sciences sociales, améliorer les modèles, etc. D'une certaine manière, on peut considérer que les SHS, vaille que vaille, jouent déjà en partie ce rôle, mais souvent avec un fort sentiment d'impuissance. Et on avait pu noter en janvier, en tout cas moi je l'avais noté, le cri d'angoisse poussé dans un billet du Monde par Johanna Siméan, qu'elle avait intitulé Démolition, qui disait d'une certaine manière le vertige du savoir inutile, c'est-à-dire qu'à chaque nouvelle réforme, il y a l'accélération des réformes que veut Macron aujourd'hui, et ben voilà, il disait chacune des choses qui arrivaient chaque jour comme un goutte à goutte terrifiant, elle savait trop bien ce qui pourrait se produire, ça avait été vu, revu, écrit, archi-revu, traité de fond en comble, thatchérisme, New Public Management, et donc voilà, tout ça a été vu, et d'une certaine manière, donc voilà, l'accumulation des travaux font que ça n'embraye pas. Donc, d'une certaine manière, cette accumulation produit cette angoisse d'inutilité des sciences sociales, et ça se traduit, y compris chez les étudiants, par des difficultés à s'engager dans les travaux de thèse, etc., avec cette question, finalement, à quoi ça sert? Est-ce que c'est pas plus utile d'aller à Notre-Dame-des-Landes ou de s'engager dans des expérimentations beaucoup plus concrètes? Donc cette question, elle reste, en tout cas, elle est pour nous particulièrement aiguë, et c'est bien ce qu'on a voulu essayer de faire, et qui va tout à fait dans le sens que tu proposes, alors de rouvrir l'enquête sur les pratiques démocratiques de participation, et le travail en même temps que le travail conceptuel sur la démocratie, de le faire justement en partant du bas des innovations. Et donc, d'une certaine manière, on peut requalifier, mais il faudrait pousser justement cette question, l'angoisse de Johanna Siméan, plutôt vers une question de scalability, comme disent les Anglais. Justement, ces questions d'échelle, c'est-à-dire comment ce qu'on fait à l'échelle locale embraye effectivement ou est à la hauteur des enjeux. Pour animer un programme de recherche sur les questions de transition écologique, moi j'ai été très frappé dans un exercice de prospective auquel on avait convié les chercheurs sur justement cette vision du local assez précise qu'ils ont, mais projetée dans des perspectives plutôt apocalyptiques que les films de science-fiction ont déjà bien décrit, d'une certaine manière, justement de ne pas être capable de faire le lien entre la capacité d'action à une échelle locale, même connectée, donc pas purement locale, enfermée
dans des localités, mais dans des localités qui sont mondialisées par des types de connexions, mais sans être capable d'avoir aujourd'hui des indicateurs de est-ce que c'est à l'échelle, est-ce que c'est à temps, parce que les caractéristiques, une des grandes caractéristiques sans doute très nouvelles de la crise écologique, c'est qu'elle impose de traiter les questions à temps. Si c'est voilà, c'est ce que nous annonce tous les jours et l'échéance se rapproche de plus en plus. Il est trop tard, nous dit ça, et donc ça c'est effectivement une angoisse, créer une angoisse politique effectivement que le travail de description, voilà. Est-ce que c'est en tout cas la question, est-ce que le travail de description que tu proposes suffit à lever cette angoisse? D'autant plus que c'est le deuxième point, c'est que est-ce que ce travail de description d'une certaine manière, on pourrait considérer qu'il ne traite pas un point que les mouvements les plus engagés à Notre-Dame-des-Landes ou ailleurs pointent fortement, c'est-à-dire la nécessité de destituer les chaînes de dépendance dans lesquelles on est pris. C'est-à-dire, parler de mondialisation, parler de ce front de modernisation, c'est aussi, il est constitutif de tout un tas de chaînes de dépendance, et donc il a formaté ces chaînes de dépendance très fortes, et les expériences les plus radicales qui sont conduites mettent d'emblée la question de la destitution, c'est le terme qu'a utilisé le comité invisible, notamment la nécessité de destituer le monde pour pouvoir faire émerger, le monde tel qu'il est, pour pouvoir faire émerger de nouvelles formes de vie. Or, un travail de description autour des questions, ce dont on dépend pour subsister, ce à quoi on est attaché, ce qu'on peut représenter, ce qu'on est prêt à défendre, ce travail de description ne comprend pas cette question de quelle destitution du monde existant il faut produire pour pouvoir installer de nouvelles formes de vie. Donc voilà, donc interrogation là-dessus. Deuxième point de cette même nature, qui est pour nous important dans la réflexion sur les questions de la participation, c'est que là-dedans se joue une forte critique de toutes les formes de participation classique et une opposition entre participation et occupation. C'est l'occupation de zones, justement, de zones à défendre, qui permet de destituer le monde existant. Ce n'est pas la participation à des procédures de débat. J'énonce juste le reste pour aller plus vite. Tout exercice de description est pris dans un système de conflit d'intérêts, un système de rapport de force. Et donc, je pense que par exemple sur Notre-Dame-des-Landes, il y a eu le rapport rendu là, par la commission d'experts et un entretien très intéressant de Michel Badré par Dominique Bourg dans la revue La Pensée écologique, là en avril, où Michel Badré décrit bien justement le fait que ce qu'il a fallu qu'il pose d'abord, c'est que le problème n'était pas un problème d'aéroport, le problème au départ c'était un problème d'extension urbaine et que c'est d'extension urbaine de Nantes, et que c'est ça qu'il fallait rétablir pour rouvrir l'espace des solutions. Et donc c'est destituer d'une certaine manière, même s'il ne le dit pas, Badré ne le dit pas tout à fait dans ces termes, destituer ce qui avait été posé, ce qui avait été le cadre du débat public organisé pendant une dizaine d'années sur ces questions, pour reposer un nouveau cadre, rouvrir. Donc là, ils ont fait, cette commission a fait un travail de description tout à fait remarquable de ce point de vue-là. Et dans le même temps, décrire son territoire, ça engage les futurs en conflit. On le voit bien justement encore sur Notre-Dame-des-Landes, où pendant longtemps, et notamment à travers beaucoup d'écrits, en particulier ceux du collectif Mauvaise Trou, on a construit une mythologie de l'unité du conflit, et puis aujourd'hui que l'aéroport est abandonné, donc l'unité effective, tant qu'il y avait un objectif, un ennemi désigné qui était l'aéroport, aujourd'hui que le projet n'existe plus, alors les différents projets de vie qui se sont installés sur ce territoire se confrontent, il n'y a plus de projet de vie commun, il est en tout cas à réinventer. Et donc on voit que la production d'un futur du territoire est beaucoup plus clivant qu'effectivement l'opposition à un projet qui permettait de fédérer différentes choses. Et dernière chose sur ce
que tu appelles les zones critiques, et donc aussi dans le rapport des SHS avec les différentes sciences, notamment du vivant, je pense qu'il y a effectivement des choses extrêmement intéressantes qui se passent. Je veux simplement mentionner par exemple l'émergence d'un GIEC Aquitaine autour d'Hervé Le Treut, mais aussi de collègues de sciences sociales, à partir d'un premier travail, une première grosse enquête de description justement de ce que voulait dire le changement climatique à une échelle territoriale, qui est celle de l'Aquitaine, et qui permet de lier les questions à la fois de montée des eaux, de vignes. Ils n'ont pas énormément parlé de nucléaire, de la centrale du Blayais, mais quand même aussi toutes ces questions, comment elles s'entremêlent justement, elles s'entrelacent fortement. Mais donc ça existe. Mais en même temps, tu mentionnais l'article du Monde sur l'appel des 15 000. L'appel des 15 000, il dit les citoyens, c'est bien, il faut qu'ils participent, qu'ils s'impliquent contre le changement climatique, mais en même temps, ils ne sont capables de les désigner que comme électeurs ou consommateurs. C'est-à-dire que cette place quelle est la capacité d'initiative des citoyens qui peuvent être mobilisés est encore très peu perçue par les scientifiques qui nous alertent sur l'importance des changements climatiques. Et donc là, il y a effectivement un espace d'alliance entre les sciences sociales et les sciences du vivant qui restent fortement, et où il y a quelques exemples, comme cet exemple du GIEC Aquitaine, où des choses se passent, mais il n'y en a pas quand même des milliers. Et alors que du côté des sciences sociales, je pense qu'il y a avec la montée en particulier des humanités environnementales, ce qu'on a dit là sur l'anthropologie, un travail sur les disciplines, sur ce que veut dire aujourd'hui le nouveau régime climatique pour les disciplines, qui est entrepris, qui est important, qui se poursuit. Et dernière remarque sur les cahiers de doléances, je veux juste mentionner, parce que je pense à un point... on a fait avec, pour la Fondation Nicolas Hulot, au moment des présidentielles, un travail avec Loïc Blondiot et d'autres, qu'on a appelé Osons le Big Bang, qui était sur l'idée d'un processus constituant participatif, et on a eu l'occasion avec Loïc d'aller le présenter à la France Insoumise, et ça a été le point de friction le plus important, qui était un vrai point de friction, au sens d'Alain Singh, ça a été justement que du côté de la France Insoumise, le programme pensait simplement une assemblée constituante et pas du tout le processus avant. Justement, et nous on leur proposait de lire à l'envers les choses, c'est-à-dire d'engager le processus, et l'assemblée constituante ne venant qu'après. Donc de faire le processus une sorte de processus de cahier de doléances pendant quelques mois, pour pouvoir repenser l'ensemble des problèmes, et pas simplement... Voilà, ils étaient directement... après les législatives, on élisait une assemblée constituante, et c'était l'assemblée constituante qui travaillait. Et donc on voit bien que, effectivement, dans le monde politique, ces questions-là de nécessité de repartir d'en bas pour refaire monter les problèmes et redéfinir la politique, y compris dans un mouvement qui se veut dépasser le stade des partis traditionnels, reste important. Et donc pour nous, ça désigne vraiment l'intérêt que tu partages sur la question des procédures d'enquête à mettre en place pour arriver à ça. Et je conclue là-dessus, je veux juste reprendre une formule, c'est aussi pour mentionner le bouquin de Gérard de Vries, qui a fait une introduction à ton œuvre, que je trouve très intéressante, parce qu'elle situe l'ensemble des polémiques que ça a situé. À un moment, il dit, à propos de l'enquête sur les modes d'existence, les chercheurs engagés politiquement ont souvent été déçus parce qu'en offrant des redescriptions plutôt que des explications sociales, la théorie sociale de Latour ne les aidait pas à identifier les points sur lesquels agir pour faire avancer leurs objectifs. Et donc je pense que ça reste vrai à la lecture souvent où atterrir, où on aimerait souvent que
aller au-delà des procédures de redescription pour aboutir finalement à la désignation des ennemis. En tout cas, c'est souvent l'attente qui est formulée, mais ça, c'est pas une critique, c'est simplement justement le sentiment que la lecture provoque, mais qui implique de se mettre en travail, et je trouve que c'est toujours ça qui est extrêmement intéressant dans ton travail, c'est justement qu'il appelle, il ne clôt pas, il appelle à une mise en travail. Merci. Peut-être des premières réactions là-dessus avant qu'on... Description, c'est pas description par les chercheurs d'un état de choses. La description type cahier de doléances, c'est une description des injustices commises pour produire une doléance. Et c'est pas destitution du tout. C'est ça qui est très intéressant dans les cahiers de doléances. Précisément, on n'est pas du tout encore dans la période de destitution du roi, de la monarchie, etc. C'est institué. Et moi, je m'intéresse beaucoup à l'institution. Je ne crois pas du tout, bon, je crois qu'il y a déjà bien assez de destitution que ça. Pas du tout la peine de rajouter. Donc, d'autre part, je signale quand même que Sylvestre B, qui avait des critiques de l'article, a écrit sa réfutation 1 heure après que l'article ait été publié. Donc ça veut dire qu'il n'a pas lu vraiment sérieusement. Et je suis en total désaccord quand il dit on n'a rien à apprendre de la nature pour faire de la politique écologique. Ça résume pour moi ce qu'est effectivement la position de beaucoup de scientifiques. Je pense que c'est complètement inexact. Vous voulez qu'on ouvre le débat ou vous avez encore quelques points de réaction? C'est vous le chef, moi je ne sais pas. Oui, on peut ouvrir. Oui. Eh ben, ouvrons alors. On va prendre une série de questions, de réactions. Peut-être vous décrivez le territoire autour de vous, On distance. ne peut pas le faire sans Loïc. Oui, Loïc Blondiot. Donc, moi, je suis frappé par cette proposition de cahier de doléances, dont je vois bien l'enjeu qui est d'être le début, la première étape d'un processus de représentation, d'être un instrument de politisation. Mais ce que je regrette, c'est que ça ne s'articule pas sur une réflexion sur ce que pourrait être un Parlement qui exprimerait finalement et que tu avais évoqué, mais sans jamais lui donner un contenu concret, ce fameux Parlement des choses, Parlement de la nature. Et ce que je voulais savoir, c'est si, pour toi, ça n'était qu'une étape, et si tu prenais en charge la question du porte-parole. C'est-à-dire qu'une fois que c'est les cahiers de doléances, tout seuls, je ne suis pas sûr qu'ils auraient produit quoi que ce soit en 1789 s'il n'y avait pas eu des gars pour les porter et pour s'installer comme une sorte d'instance de représentation de ces doléances. Et cette question du porte-parole qui a été dans ton œuvre, tu as travaillé sur la représentation, elle disparaît en quelque sorte. Là, on a une représentation au sens de description, mais cette question de la représentation au sens de traduction, de porte-parole, elle n'est plus là, et or, elle avait une portée politique très forte, très profonde. Et je pense que le moment est venu de penser cette institution parlementaire d'un genre nouveau, et qui effectivement s'enracine sur ce moment de description. Voilà, c'était pour te dire, je reste un peu insatisfait par cette histoire de cahier de doléances. Non mais ça c'est une question intéressante parce que là, c'est pas du tout un désaccord, c'est le diagnostic de la crise de l'expression politique. Autrement dit, quand j'ai fait politique de la nature, dans un style un peu rousseauiste, parlement, c'était les années 90, et j'imaginais encore qu'il y avait des gens qui exprimaient quelque chose comme des positions politiques. Or maintenant, je dirais volontiers que je pense qu'il n'y a plus de politique pratiquant. Comme on dit, il n'y a plus de catholiques pratiquants. Je pense que la politique, comme les deux exemples que je disais, la personne qui se lève en pensant qu'elle a une position politique, de dire il faut lutter contre le capitalisme, et l'autre qui dit il faut sauver la planète, pour moi marque ce que j'appelle l'athéisme politique. Je pense qu'on est en situation de... On est apolitique en fait. C'est-à-dire qu'au sens où on dit une nation athée, la capacité d'expression politique a disparu, ou est en train de disparaître. Alors, il y a encore des gens qui vont à la messe, et donc il y a encore pas complètement, mais c'est le même problème, c'est-à-dire la capacité d'expression politique, donc c'est lié à ce à quoi faisait allusion
tout à l'heure, c'est-à-dire la question de la définition du mode d'existence politique. Le mode d'existence politique est gravement atteint, faute de description d'un monde dans lequel les intérêts seraient discernables et donc aussi évidemment la doléance et la suite. Donc c'est pour ça que le mot description peut-être, et c'est vrai, a introduit un malentendu, comme il s'agissait d'un retour d'une version objectivante. Effectivement, j'avais apprécié cet effarement de Siméon, on a déjà fait ça une fois. Oui, mais l'autodescription en termes de la production de doléances, pour des gens qui se pensent sans voir, tout à fait intéressant. Et donc, effectivement, tu as parfaitement raison, la manière que tu dis, c'est que je pense que la crise est si grave, il faut revenir encore plus élémentaire. C'est un peu comme quand on se dit, maintenant on a des étudiants, il faut leur apprendre à lire et à écrire. Et c'est vrai, parce que tu ne peux pas leur donner un texte, un livre, enfin, tu ne peux pas donner un livre à un étudiant de Sciences Po, ce serait extrêmement choquant. Il faut dire, mais voilà, on va vous réapprendre à lire des paragraphes, et dans un paragraphe, il y a des phrases, etc. Tout ça, il doit être réappris, mais c'est vrai. Je pense que la compétence, la skill d'expression politique, et elle est inversement proportionnelle au fait d'exprimer de grandes idées politiques. Il y a un niveau d'agrégation énorme. Maintenant, tout le monde est d'accord là-dessus. C'est pour ça que la réaction de la France insoumise à votre affaire m'intéresse, parce que ce dont on parle là, c'est quelque chose qui est antécédent. Comment soigner l'inarticulation d'une position politique. Pour une série, Carole. Bonjour, Carole Gaillet-Vieux. Je suis sociologue. Alors moi, c'est pareil, en fait, ça a à faire avec la proposition des cahiers de doléances et cette question de la description. Je trouve ça assez enthousiasmant. J'ai l'impression que le problème, mais qui est aussi en fait la grande cohérence épistémologique et la façon pour laquelle du coup la proposition politique a cette force, c'est aussi la difficulté, ce que vous décrivez, sur le degré de généralité dans lequel maintenant on exprime les injustices ou les situations. C'est-à-dire que finalement c'est une reconquête, on peut pas, enfin imaginons que ça soit effectivement un programme qui soit lancé, je pense pas que les gens soient capables d'opérer eux-mêmes ces descriptions sous la forme de cette doléance très... Enfin, je le vois précisément quand nous on essaye de faire des enquêtes et qu'on veut faire décrire aux gens des situations. C'est un travail de les faire accoucher d'un certain type de description qui ne soit pas écrasé par ces agrégats dont précisément les médias, les formes instituées du politique saturent en fait les possibilités de description. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a un enjeu et qui est d'abord à mon avis fortement épistémologique à proposer la validité de termes comme vous le proposez, mais aussi donc recréer des espaces pour que des récits dont les personnages, les protagonistes, soit ceux que vous décrivez, puissent exister. Et ça, alors je sais pas, moi j'ai l'impression que c'est plutôt un programme d'enquête où précisément on ne peut pas se passer d'une armée de chercheurs une armée de diplomates, mais pas forcément. Je sais pas, en tout cas je vois pas comment, pour prendre très au sérieux votre proposition, les gens, quand on les ferait parler de leur description du monde, à part peut-être justement je sais pas, des militants convaincus. Non, au contraire. Non, pas des militants. Non, pas des militants de la France insoumise, mais plutôt des militants justement d'un autre type, plus proche de la ZAD et du type de. Voilà. Et là, ça recoupe aussi la question de l'échelle, c'est-à-dire comment est-ce que vous reliez la façon de rendre possible des redescriptions à ce niveau du territoire où c'est faisable, et puis après l'enjeu d'action de portée globale qui est, qui est le problème dont vous partez, c'est-à-dire cette déconnexion. Les territoires ne sont pas locaux. Un territoire n'est plus... Non, il n'était déjà pas, dans la Révolution française, il y avait déjà les contrats, les traités avec l'Angleterre, etc. Mais maintenant, quelqu'un qui peut commencer à décrire le niveau en définissant le territoire à partir de distance, c'est absolument pas local. Non, donc, vous avez, si vous parlez de la dame qui dit, mais moi je dépends des trains, un train c'est pas local, ça dépend. Donc là ça c'est l'acteur réseau, disons, one-on-one. Il n'y a pas, le dimensionnement n'est pas local global. Mais la description, elle se fait un individu, un par un.
Donc comment vous repassez de la description? Je dis pixelisé précisément pour éviter ce que vous avez dit avec raison, c'est-à-dire l'écrasement. Mais il faut quand même vous rappeler qu'en 89, on ne pensait pas que le peuple français existait. Il a existé parce qu'il a fait les cahiers de doléances. Personne n'imaginait qu'il était capable de faire 60 000 propositions, 60 000 documents avec des propositions, dont en gros, quand même, les 7 ou 8 années suivantes vont reprendre, effectivement, avec la médiation des intellectuels qui envoyaient, il y avait des questionnaires qui circulaient pré-remplis. Mais non, il y a toute une médiation, c'est pas du tout l'émergence du peuple par le bas. En plus, c'était des gens qui savaient écrire. Il y a quelques cahiers de doléances où on voit des fautes d'orthographe, etc. Mais c'est rare. C'était des médiations. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est l'expression même. Le mot description trouble. Parce qu'on ne se rend pas compte qu'apprendre à décrire ses positions, c'est se sentir le territoire sous ses pieds. Et donc, commencer à pouvoir avoir une capacité politique. Qu'est-ce que c'est qu'exprimer quelque chose politiquement si on n'est pas sur ses pieds? Et physiquement, c'est très intéressant. Si c'est émettre une opinion, c'est pas tweeter, c'est avoir son pied et se dire je dépends de ça, je suis attaqué par ci, je suis attaqué par là, je peux m'allier avec ça, je peux m'allier avec ça. Et c'est pas du tout quelles sont vos idées sur le monde, ou je sais pas. C'est ça où le questionnaire est l'épreuve de la subsistance est important. Alors évidemment, ça varie complètement, pas forcément le militant, parce que les militants ont beaucoup de peine à remplir mon questionnaire, quel qu'il soit. Non, c'est le degré d'intensité de la crise écologique qui joue. Évidemment, si les gens disent mais moi ça va très bien, j'ai pas de problème, etc., c'est pas un peu trouvé. Donc c'est le mot crise de subsistance qui est un terme du XVIIIe siècle. Et là, les gens se disent oui, ça c'est vrai. Si vous prenez je sais pas, moi j'ai fait plusieurs fois l'expérience avec des agriculteurs qui sont évidemment anti-écologiques, mais dès qu'on commence à parler de la disparition du sol, brusquement, les alliances changent. Et c'est ça qui est fascinant, c'est la rapidité avec laquelle les alliances politiques changent. Donc le gars qui a commencé l'argument en disant mes ennemis, c'est les écologistes, au bout de 3 heures, quand on parle du sol, de la viande, du marché de la viande, etc., c'est pas sûr que ce soit les écologistes. Donc c'est pas une armée de chercheurs, c'est d'accepter que nous n'arrivons plus à exprimer des positions politiquement. Je fais l'opposition entre parler politiquement et parler de politique. Parler de politique, tout le monde est capable de le faire. Mais parler politiquement en politique, ça devient rare. Et c'est cette rareté qui m'intéresse. Nous sommes en manque de possibilités différentes. Et pour moi, l'exemple le plus troublant, c'était quand même accablant, je dirais, c'était le discours de démission de Hulot. Non, je prends une position morale, je ne peux pas la tenir, donc je m'en vais. Ahurissant, je pensais que l'écologie est à ce niveau de dépolitisation. Donc, si vous considérez... Alors, non, il avait raison, il disait, je suis tout seul. Non, un politique tout seul, ça n'a aucun sens, un politique tout seul. C'est pour ça que je disais dans l'article de Général, je crois que vous l'avez cité, c'était de dire à Lénine, résolvez-moi la question sociale, mais il n'y a pas de parti. Lénine est tout seul, ministre de la résolution de la question sociale, il aurait démissionné. En disant, je suis tout seul à la manœuvre et j'ai personne derrière moi. Bah oui, c'est pas ça faire de la politique, c'est pas être tout seul. Mais pour avoir des gens, il faut des gens capables d'exprimer une position politique, d'avoir des pieds sur un sol qui leur dit, si ça continue, moi je meurs. C'est une question quand même d'anthropologie politique absolument classique. Bon, je sais pas, vous lisez des trucs où on vous dit, je sais pas, encore aujourd'hui, il y avait un article dans Science, à l'IPGP, une conférence, 50 ans de sol. On a 50 ans de sol. Vous imaginez ce que ça représente pour des agriculteurs, des vignerons comme ma famille, etc. Dans 50 ans, pas de sol. Donc, ça commence, c'est très court, c'est pratiquement que vous prenez un prêt. Donc, brusquement, les questions changent. Il faut faire passer toutes les questions d'extériorité dans des questions de territoire. C'est ça l'opération. Et là, les gens sont sérieux, on ne leur demande pas du tout leur avis. C'est pas ce que vous aimeriez faire ceci ou cela. C'est là où les limites, on est d'accord, je crois, sur les limites de l'expression. Demander aux gens leur avis, c'est pas du tout ça. C'est quels sont vos ennemis qui vous empêchent de subsister parce que vous êtes en danger de mort. Et quand même, c'est des questions dont on comprend la gravité. C'est pour ça que l'époque est grave, en quelque sorte. L'époque est grave parce que ces questions-là, qui étaient des questions que, avec un cynisme tout à fait 20e siècle, on laissait de côté, puisqu'on vivait sur l'idée que ça allait continuer.
plus personne. On vit dans les ruines du capitalisme, comme dit Singh. Donc il y a une espèce de gravité que les gens comprennent très bien et que l'aspect cahier de doléances, ce n'est pas une armée de gens qui étudient, c'est des gens qui ont le courage de dire mais on ne sait pas en fait du tout à quoi vous tenez. Bon, dites-le. Les nouveaux progressistes dans ce nouveau paysage politique, qui sont les réactionnaires et peut-être qui sont les radicaux terrestres. Il y a un passage dans le livre où vous imaginez un dialogue entre quelqu'un qui pose une question à l'autre, vous êtes de droite, non, moi non plus, je suis de gauche, non, moi non plus. Finalement, ça n'a pas d'importance, je suis radicalement terrestre. Qui est ce radicalement terrestre? Quel est ce profil? Parce que, d'après ce que je comprends, ce n'est pas l'écologiste. Donc, qui est ce... Voilà, ça c'était ma première question. La deuxième, c'est sur les gated communities que vous décrivez également dans l'ouvrage. J'étais assez surprise en fait dans l'ouvrage de ne pas voir plus de discussion sur le rôle joué par les technologies, les réseaux sociaux, dans le renforcement de cette impression de gated communities against gated communities, c'est bulle contre bulle. Et là, je voudrais vous entendre également un petit peu plus sur le rôle des nouveaux médias, sur ce renforcement de fossé entre ces différentes bulles. Je ne répondrai pas à la deuxième question parce que j'ai créé le média pour des questions numériques. Marion a gentiment ramené, mais je n'ai plus aucune idée. J'ai enlevé la question du numérique de ma tête parce que bon, maintenant on a un nouveau directeur, il sait des tas de choses et il dit Dominique Cardon, j'arrive plus à prononcer, j'ai dit tellement de bêtises sur le numérique que je fais un moratoire. Par contre, la deuxième question, elle est vraiment très intéressante parce que mes collègues, Jean-Michel l'a rappelé gentiment, mais très fréquemment, c'est-à-dire que je ne parle pas assez directement des injustices sociales et des principes de domination. C'est volontaire. C'est précisément ce ralentissement qui me paraît très important. Je serais parfaitement capable de faire nommer, généralement d'ailleurs c'est des ennemis sur lesquels tout le monde s'entendrait très rapidement, et les faits seraient, comme l'a signalé Jean-Michel, inexistants. Donc moi ce qui m'intéresse depuis le début dans la sociologie non critique que j'ai fait, c'est précisément de ralentir ces attributions de questions. Par contre, la question que vous posez, elle est évidemment capitale parce que, et je pense qu'au fond, on est en train de se former ce goût-là. Parce que si on s'oriente vers le terrestre, donc si on va de nouveau pouvoir définir des gens réactionnaires. En gros, c'est des gens qui continuent à s'intéresser à la ligne des gens modernistes. Et puis des gens de hors-sol, évidemment, qui sont des ennemis mortels. Enfin, ils nous attaquent mortellement. Mais il faut se faire le goût de ça. Parce qu'on n'a pas, on a mis, après tout, 80 ans, 100 ans avant de définir c'est qui est progressiste ou réactionnaire sur la question sociale. On ne peut pas aller vite sur cette question. Si vous prenez les questions d'alimentation, par exemple, ou la question qui est quand même très passionnante, parce qu'on voit que maintenant une opposition se crée sur la question de la viande. La question, d'une journée à l'autre, vous balancez, enfin je ne sais pas que vous êtes comme moi je balance entre en disant que c'est complètement réactionnaire de ne plus manger de viande, c'est complètement réactionnaire de continuer à manger de la viande. Je n'arrive pas à mettre mon curseur dans mon schéma. Par exemple, j'ai naïvement cru que Hulot allait tirer Macron dans mon schéma, allait tirer Macron le coup, pas par là. Hulot allait légèrement tirer Macron du côté du terrestre. Parce qu'il m'avait dit, mais Macron a... J'ai posé la question à Hulot, il m'a dit, mais Macron a eu une conversion. Donc j'ai pris ça au sérieux. Mais comme je le dis, le remorqueur Hulot n'a pas tiré le porte-conteneur Macron très loin. Donc je pense que mais on commence à sentir, dans le cas de Notre-Dame-des-Landes, c'était clair qu'on commençait à sentir des choses, ça c'est radicalement dans le bon sens du terme, vraiment du côté du terrain. Et évidemment, avec les scientifiques, c'est très passionnant. Parce que tous les scientifiques avec qui je travaille, d'ailleurs c'est des sujets pour lesquels, ça c'est assez nouveau, les scientifiques de la nature se trouvent de plein pied. C'est des gens des zones critiques dont je n'ai pas eu le temps de parler, avec lesquels je collabore maintenant, c'est vraiment très passionnant parce qu'eux, ils se font un nez pour savoir ça va vers le terrestre ou ça ne va pas vers le terrestre. Et au fond, toutes les questions que nous nous posons, à chaque fois qu'on lit des articles, je sais pas, sur les abeilles, des porte-conteneurs, la question de la destitution, à chaque fois on situe. Mon interprétation, c'est qu'on a déjà changé de monde, au fond. Plus personne n'imagine qu'on va continuer à moderniser la planète.
personne n'imagine une seconde qu'on va aller sur Mars. Enfin si, il n'y en a pas tous en tout cas. Donc, et la plupart des gens quand même ceux qui disent on va définir un État-nation complètement protégé contre est-ce qu'on va vivre avec ça, personne n'imagine très longtemps. C'est très abstrait le populisme finalement. La Pologne isolée, l'Italie isolée, le Front National, c'est des abstractions finalement. Non, elle joue le rôle de l'identité, mais en termes d'attachement. On dit mais attends, c'est quoi les attachements? C'est grossier comme identité. La Pologne xénophobe et antisémite du demi-jumeau, là, je ne me rappelle jamais son nom. C'est une abstraction par rapport à ce qu'on appelle radicalement terrestre. Mais la dernière des choses que je fais, c'est un programme radical. Parce que la question, c'est précisément d'arriver à faire ces jugements, qui sont des jugements qui vont se multiplier, de plus en plus difficiles, sur avec qui on veut vivre, contre qui, est-ce qu'on peut subsister, etc. Toutes ces questions qui sont les questions qu'on posait au fond toujours. Charbonnier, dans son livre, montre très bien que ça a toujours été les questions que la gauche se posait. Elle se l'est toujours posée et toujours pas posée. Donc c'est très passionnant de faire l'histoire environnementale, comme il dit, de la philosophie politique. C'est un magnifique livre. Et c'est vrai, c'est toujours été la question. Mais même chez Durkheim, il prétend. Voilà, il exagère un petit peu. On peut arriver à sauver Durkheim, mais au fond, Durkheim était obsédé par la question du territoire. Il faut vraiment tirer quelques citations. Il a quand même trouvé 3 citations de quelques livres. Mais, d'accord, ça a été leur obsession, et ça n'a pas été leur obsession. Ça n'a jamais été la façon dont on a défini ce que c'est que de faire la politique. Donc, je crois que c'est très paradoxal en ce moment, et on voit bien que les médias ne font pas, n'arrivent pas à faire ce travail de liaison. Entre, au fond, on juge déjà les choses sous la mode, l'expression de Tsing, vivre dans les ruines du capitalisme, c'est déjà ça. On ne va pas se moderniser, donc tout le monde le sait. Mais en même temps, si on dit, bon, alors si on ne se modernise pas, on va vers quoi? C'est là où la notion de radicalement terrestre. Est-ce que c'est local le terrestre? Non. Il n'est pas local le terrestre. Les êtres naturels ne sont pas locaux. Les baleines, elles sont globalisées, les baleines. Elles traversent. Un article extraordinaire sur la globalisation des bactéries. Les bactéries sont capables, elles aussi, de se globaliser, les bactéries. Vous avez des résistances aux antibiotiques dans des endroits où on n'a jamais vu un médecin. Parce que les bactéries, elles se communiquent. Les plastides, vous allez au milieu de l'Himalaya, il n'y a jamais eu un médecin dans ce village, les bactéries ont la résistance aux antibiotiques. Donc il y a des tas de globalisation parallèles, il ne faut pas imaginer que du moment qu'on est terrestre, c'est le local, parce que là on reviendrait au petit village avec de la campagne de Mitterrand, avec non, c'est pas Vichy le terrestre. C'est des globalisations faites par des tas d'êtres qui ont chacun. Regardez le champignon de Tsing. Moi je pense que le livre de Tsing, du point de vue du radical terrestre, est essentiel. Je pense comme méthode d'analyse, comme vision, parce qu'on voit bien, ce champignon, il est global. Tous les gens qui sont associés à lui sont globalisés. Oui, mais ils ne sont pas globalisés de la même façon, dans la même forme. Donc, oui, je ne réponds pas à votre question, parce que j'aimerais répondre à cette question. Mais c'est le goût, on se forme le goût d'une décision sur ce qui est progressiste ou réactionnaire. Je ne crois pas qu'on puisse se passer complètement de cette différence. On veut pouvoir juger les amis et les ennemis, donc on ne va pas dire tout le monde... C'est contre l'idée de sympathie universelle que les écologistes seraient supposés déployer quand on parle de la nature. La nature n'unifie pas. Et on est en désaccord sur tout. Est-ce que vous devez avoir... J'ai une étudiante qui considère qu'il y a de la peine à venir au rendez-vous avec moi parce que j'ai du cuir dans mes chaussures. Je trouve ça con. Mais en même temps, je suis obligé de réfléchir. Je me dis, mais attends, oui, mais en fait, elle est sensationnelle. Elle travaille sur Böcklin, Schmitt, etc. C'est des trucs formidables. Elle me dit quelque chose qui est du côté du terrestre ou elle me dit quelque chose qui est, au fond, une fantaisie sur le... Vous voyez, des questions politiques tout à fait classiques, de choix et de sélection, mais qui sont organisées selon un gradient qui n'est pas, est-ce que vous êtes moderne ou pas. Je travaille avec un monsieur dans l'Allier sur les haies. La haie, qui ont été éliminées, les haies, H-A-I-E-S. Il y a des haies radicalement terrestres, il y a des haies postmodernes, il y a des haies modernes, il y a des haies réactionnaires, il y a des haies...
vous pouvez faire tout le même projection de mes 4, je suppose qu'il y a des aérosols. Oui, là, c'est celle qu'on arrache. Vous voyez, chaque détail. Comment est-ce qu'on va lentement dans ce travail de redéfinition et en même temps on répond à l'urgence? Quand c'est grave, il faut aller lentement. Précisément, c'est parce que c'est grave qu'on ne peut pas se précipiter. Sans ça, de toute façon, qu'est-ce qu'on fait? On panique, on hyperventile, comme disent les Américains. Non, moi je suis pour le ralentissement, le calme absolu. Quoi. Et j'ai cette très belle métaphore que m'a donné un des études. Pardon, je réponds. Pardon. Tu peux redire le nom du bouquin de Tsing parce que tout le monde ne le connaît pas. Le champignon de la fin du monde. Voilà. Champignon vivent dans les ruines du capitalisme. C'est le Vivre dans les ruines du capitalisme. Champignon de la fin du monde. La découverte, très vite traduit. Très vite. Et sur les gated communities, vous avez posé une question aussi? Je n'ai pas entendu gated community, excusez-moi. Le moratoire sur le numérique. Ouais, mais t'as pas besoin de D'autres questions là-dessus? Oui. En anthropologie, la notion d'autochtonie, c'était souvent pour... La notion de autochtonie, oui. c'était souvent pour les autres, donc les lointains, ou ce monde paysan qu'on a voulu folkloriser, enterrer. Est-ce que dans votre travail, c'est une notion que vous voulez réinterpréter ou peut-être renouveler, dans le sens où les peuples qu'on a décrits comme autochtones étaient des gens qui décrivaient leur monde comme sur un sol, mais aussi en lien avec une cosmogonie, donc en lien avec des choses globalisées, très éloignées et universalisées. Donc est-ce qu'il n'y a pas une sorte voilà, d'échappatoire pour les gens qui essaient de se positionner entre le global et le local, grâce à cette notion d'autochtonie, mais évidemment sans la xénophobie et le folklore qui ont pu être associés dans les populismes? Votre question est tout à fait le genre de question qui permet de répondre à la question de Madame là-bas, parce que exactement, quand vous avez dit autochtonie, c'est un bon terme parce que ça permet de faire ça, mais sans... Ça veut dire qu'on essaie de réutiliser une notion d'anthropologie, et même discutée depuis très longtemps d'ailleurs, et en la tirant du côté du terrestre et pas du côté de l'ethnique pure. C'est dur avec l'autochtonie, ceci dit, enfin, il y a plein d'exercices, mais vous avez raison qu'en un sens, reposer la question peuple et sol, ça veut dire ne regardez pas d'eux comme réactionnaires à chaque fois que les gens disent qu'ils ont besoin de protection, d'identité, de sécurité, etc. C'est quand même en gros la réaction des néo-libéraux à la demande de protection. C'est-à-dire que vouloir être autochtone et lié à une cosmologie, c'est en fait normal. Donc, en un certain sens, ça c'est très intéressant votre question parce que c'est évidemment tout à fait le sens du livre de Nastasia Martin. En un sens, tous les néo-peuples en formation sont en train de se redonner un cosmos, donc pas du tout local. Vous avez parfaitement raison, universel. Tout le monde essaye de sortir de cette opposition, l'opposition elle-même complètement organisée par le gradient de la modernisation locale, globale. Dès qu'on réfléchit, les gens sont des cosmologies qui sont absolument pas locales. Il n'y a pas d'être existant local. Donc le local, c'était précisément toujours cette injonction faite par les globalisateurs qui prétendent que si vous restez local ou si vous restez archaïque, vous n'allez pas vous moderniser. Le train de la modernisation va s'en aller, comme on dit Harari dans son livre. Il y a encore une seule question. Julien avait une question aussi. On va peut-être prendre une série. Oui, moi je voulais remettre une petite touche sur le cahier de doléances. Moi aussi je trouve l'idée séduisante et en même temps, par exemple, vous dites que vous étiez inspiré par les ZAD. Ce qui est quand même caractéristique dans les ZAD, c'est qu'on n'est pas dans une activité cérébrale de production de connaissances. On fait des choses. On travaille dans le terrain, on construit, on teste des nouvelles formes d'habitat, d'agriculture. Enfin, dans les ZAD, on fait des choses. Et je ne retrouve pas. Et on apprend donc des choses nouvelles, puisqu'on fait des choses. Alors, on est dans des CRR, de simulation, et je suis très surpris de ne pas retrouver ça justement dans les modes opératoires du cahier de doléances. Là, on est quand même dans une forme assez classique de redescription du réel, mais on n'est pas on ne se fâte pas le réel, comme vous l'exprimez par ailleurs souvent dans vos ouvrages. Et on prend le réel et on
retriture, on fait des choses avec ses bras, ses mains, on scie des planches, enfin, vous voyez, et je suis très frappé de ne pas retrouver cette dimension qu'on a en plus qui, dans le courant d'intervention, l'intervention urbaine a été est montée très fort ces dernières années. On travaille sur du réel, on fait des choses quoi, avec les gens, et les gens font des choses avec nous, etc. Oui, mais c'est parce que là, moi, je traite un problème qui est d'avant. Les gens qui font les dates, ils ont besoin de faire des cahiers de doléances. C'est avant, c'est des gens qui sont perdus. Un cahier de doléances fait juste qu'un tout petit bout du dispositif. Il faut arriver à la doléance, que je ne suis pas encore arrivé à faire, parce que je n'ai pas d'autorité quelconque pour continuer une conversation ou un atelier. Non, bien sûr, vous avez parfaitement raison. J'enchaîne sur l'histoire des cahiers de doléances. Je crois que la proposition, en tout cas, suscite l'intérêt des discussions. Moi, j'ai lu, et moi, je suis assez d'accord quand même sur le fait que du cahier de doléances à la ZAD, il y a quand même un grand pas, mais alors, vous venez de répondre. Mais moi, j'ai lu votre proposition de cahier de doléances comme une invitation à refaire du travail politique, d'une certaine façon, pour faire émerger des sentiments d'injustice, décrire les conditions de subsistance, décrire aussi qui sont les alliés et les adversaires. Mais la question, pour reprendre un peu ce que disait Loïc tout à l'heure, c'est est-ce qu'on peut en rester là? Et au-delà, peut-être que c'est dans votre prochain livre, mais est-ce que simplement de faire ce travail politique et de faire réémerger des paroles politiques est suffisant face à la catastrophe qui s'annonce et les ruines du capitalisme dans lesquelles nous vivons? Et moi, je suis quand même assez frappé, alors c'est peut-être pas du tout dans votre architecture théorique, mais qu'il n'y a pas du tout de pensée de l'organisation en réalité qui débouche de votre proposition de cahier de doléances. Alors vous l'évoquiez avec Lénine un petit peu tout à l'heure, sur la nécessité quand même de refaire du collectif, à partir peut-être de l'identification des adversaires et des amis, mais voilà, que faites-vous de la parole qui a émergé? Alors à Avignon, peut-être que ça n'a pas tant d'importance que cela, et je vous pose d'autant plus la question qu'il y a eu des expériences de cahier de doléances ces dernières années, en fait, entre aujourd'hui et 1789, suite aux émeutes de banlieue de novembre 2005, il y a eu un certain nombre de collectifs et d'associations qui ont fait un tour de France des quartiers populaires pour faire émerger un cahier de doléances, faire émerger des sentiments d'injustice, des propositions, etc., décrire leurs conditions d'existence et interpeller les puissants face aux conditions qui sont celles des habitants des quartiers populaires, et ça a fait pchit. C'est-à-dire que cette parole politique qui existe dans les quartiers populaires comme ailleurs, mais qui peine à être articulée et surtout entendue, agrégée dans ces cahiers de doléances, n'a rien donné. Après on peut discuter, c'est un long débat, voilà, mais moi une des conclusions que j'en tire, c'est que faire émerger la parole, et le travail politique pour la faire émerger est absolument nécessaire, et je pense qu'il faut commencer par là. Si ce n'est pas articulé derrière, à partir de ce qui émerge de cette parole, à des propositions d'organisation collective plus pérennes, face à la puissance des adversaires qui sont en face, et vouer à l'échec. Voilà, donc j'aurais bien aimé vous entendre un peu. J'avais aussi une petite, en complément là-dessus, c'est effectivement les cahiers de doléances suite à 2005. Oui, c'est notamment l'association Assez le Feu suite aux émeutes à la révolte populaire dans les banlieues, donc en situation de crise, tout qui flambe. Voilà, une question vitale aussi là pour les habitants, et derrière ils se lancent notamment à Clichy, dans des cahiers de doléances Tour de France, des doléances des quartiers populaires qu'ils ont amenés au Parlement. Effectivement, derrière, elle était un petit peu peut-être pessimiste, il y a eu quelques activités associatives, et notamment, on peut dire que maintenant, la coordination Passe en nous est un peu le petit-fils de ce mouvement-là. C'est le premier à dire que les conditions se sont détériorées depuis ce moment-là. C'est-à-dire que dans l'instant, les cahiers de doléances des banlieues n'ont pas abouti à des changements d'ordre pratique pour les personnes et politique. Mais ça pose la question sur laquelle vous attardez dans le livre, mais moins à l'oral, des inégalités sociales finalement. La grande question de l'accroissement des inégalités sociales et de l'articulation souhaitable, possible, entre questions sociales et questions environnementales, pour le dire autrement. Comment ces acteurs-là dans les quartiers populaires se positionnent par rapport à tout ça? Ont-ils le temps, ont-ils la latitude de vie associative de pouvoir avoir ce temps d'autodescription? Et c'est de constater qu'ils l'ont de moins en moins, donc là on a quand même un gros souci. C'est un euphémisme charmant. Mais je crois que moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous venez de dire, mais le problème, c'est de trouver les procédures d'extension du type d'être avec lequel on fait la politique.
C'est mon problème depuis le début. Donc, effectivement, dans Politique de la nature, j'ai essayé d'inventer une constitution complète pour avoir le Parlement des choses et qu'est-ce qu'on donne aux porte-parole, etc. C'est le problème, c'est que là, entre là et il y avait un gap vertigineux. Mais à l'époque, je pensais qu'on avait la possibilité d'une ouverture, disons. Et le problème, c'est que les inégalités, d'une part, la mondialisation, d'autre, a effectivement dépolitisé. C'est très compliqué d'avoir une partie. Et les médias, les fameux médias sociaux, que la capacité entre tweeter et... enfin, moi, j'aime bien tweeter, mais entre tweeter et articuler une position politique, il y a un gap qui est devenu vertigineux. Donc ça ne résout rien, mais en même temps, on n'aura pas de gens. On n'aura pas de gens avec qui faire des citoyens intéressés si c'est des gens qui ne peuvent pas exprimer des positions politiques. Sans monde, on n'a pas d'intérêt. Et on n'a pas de monde si on ne sait pas qu'est-ce qui peut subsister. Donc vous voyez, je pense que la situation est vraiment plus dramatique. Moi je lis beaucoup, comme vous le savez, Loïc les connaît bien, les pragmatistes américains dans les années 30. Ils considéraient déjà la solution, comment vous avez dit, un gros souci. On avait un gros souci après la guerre de 14, mais alors maintenant, ils seraient totalement paniqués, parce que tout est pire. C'est pour ça qu'il faut être calme et joyeux. Dernière question, on reste là peut-être? En fait, c'est encore le sens des cahiers de doléances, mais c'est vrai que les cahiers de doléances, c'est une très belle image. Ça marche bien les cahiers de doléances? Ouais, c'est une très belle image, c'est vrai que ça fascine tout le monde. Vous avez cité Pomera, et c'est vrai que c'est enchanteur les cahiers de doléances, et en même temps, finalement, vous l'avez en tout cas sous-entendu, une raison pour laquelle les cahiers de doléances, ça marche, c'est parce que le roi les demande, et du coup, il y a une sorte de transcendance, en fait, c'est presque un ordre divin d'établir ces doléances, et aujourd'hui, finalement, cette transcendance, elle a disparu et on pourrait dire d'une certaine manière, pendant longtemps, à juste titre, on s'est dit que finalement cette transcendance, c'est un absolutisme dont il fallait se débarrasser. Aujourd'hui, la transcendance revient peut-être sous une autre forme, cette forme de la nature, mais alors qu'à l'époque, elle était surévaluée, aujourd'hui, la transcendance est peut-être sous-évaluée. Et du coup, les gens se reposent la question de ce qu'il faudrait faire, mais ils n'ont pas cet ordre divin qui leur dit il faut vraiment qu'on s'y mette. Et du coup, c'est pour ça que moi, j'avoue, je suis un peu sceptique sur cette image des cahiers de doléances, même si je la trouve belle, et j'aurais tendance à l'opposer à une autre image forte dans notre histoire, c'est l'image du programme du Conseil national de la résistance, parce que c'est presque la seule en fait qui vient au même niveau dans l'établissement d'un ordre nouveau que celle des cahiers de doléances. Et je me dis, mais le processus de construction a été totalement différent, c'est-à-dire que dans ce programme du Conseil national de la résistance, on a des gens qui se sont battus en petit nombre, des gens qui étaient très opposés les uns aux autres, et qui finalement... Comme était invisible, c'est ça? Non, au contraire, mais parce que justement, ce que j'aime dans cette image du Conseil national de la résistance, c'est que les gens étaient très différents les uns des autres, et que quand même en triomphant ensuite en triomphant ensemble d'un péril jugé supérieur, ils ont réussi à se mettre d'accord sur ce qu'il fallait faire ensuite. Et du coup, ma question c'est, en se basant sur cette comparaison, qu'est-ce qui nous autorise à dire que c'est mieux justement de se mettre tous ensemble et d'essayer petit à petit d'établir nos doléances et de résoudre cet ordre, enfin de trouver cet ordre nouveau, plutôt que de dire on est convaincu en petit nombre, même si on est très différents les uns des autres sur les autres sujets, qu'il y a un péril supérieur, et du coup il faut nous battre pied à pied. Donc on fait un peu l'avocat du diable, c'est-à-dire de l'autoritarisme verbal, on pourrait dire, mais qu'est-ce qui nous prouve quand même que la manière douce d'y arriver est supérieure à la manière forte ou à la manière violente? Et d'ailleurs, ce n'est pas une manière douce, c'est une manière révolutionnaire. Non, c'est très intéressant parce que le Conseil national de résistance, il avait beaucoup de qualités, mais il n'a pas eu de difficulté à savoir quel était l'ennemi. Le problème, c'est quoi l'ennemi maintenant? Le problème, c'est précisément l'arrivée à définir les ennemis. Précisément, si vous avez la situation où c'est la crise, ce que j'appelle le nouveau régime climatique pour éviter écologie et anthropocène, qui pose encore plein de problèmes, je n'ai pas répondu à ta question, mais c'est la définition des ennemis. Il y a un énorme travail de découverte de l'ami et de l'ennemi, problème classique de la politique, mais sur ces cas-là, c'est pas du tout facile. Tandis que
l'occupation allemande avait quand même un peu simplifié la question de l'ennemi. Ceci dit, là où vous avez raison, et c'est très intéressant, l'absolutisme du roi, c'est plutôt impossible. À l'époque, c'était déjà quelque chose qui avait disparu, mais c'était pas, en tout cas, c'est pas du tout, il n'y a pas de transcendance de la façon. En revanche, la seule autorité qui serait capable de demander les cahiers de doléances, c'est Gaïa. J'ai tenté ça dans Face à Gaïa. Il y a une forme d'autorité, non pas transcendante, très immanente, mais une forme d'autorité auquel nous faisons face et qui exige quelque chose de nous. C'est pas le roi, c'est pas Macron, évidemment, qui n'est pas humaine. Là, il y a plein de problèmes de philosophie politique qui se rouvrent. Et votre question est très jolie, parce que, effectivement, c'est pas... Qu'est-ce qui peut nous autoriser à imaginer une situation où on doit répondre, c'est quoi ton territoire? Combien de temps tu vas survivre dessus? C'est une injonction qui n'est pas... c'est le problème, la théorie politique est un peu limitée aux humains. Et là, le problème, c'est que c'est plus un problème d'humain. Ou alors il faut repenser, on est plus proche de la situation dont vous parliez, des cosmologies qu'on appelait autrefois sauvages. Et maintenant, tout le monde se dit, mais attendez, comment vous faites pour survivre au capitalisme? C'est l'argument du Euro des catastrophes. Les experts de la question, c'est les gars qui ont survécu à la colonisation et qui arrivent à la maintenir. Comme Nastasia Martin dans Les âmes sauvages qui résistent à... Donc il y a l'aspect résistance, évidemment, c'est ça que vous avez en tête, c'est très, très intéressant. Mais je crois que dans mon expérience de l'épreuve qui consiste à dire qu'est-ce qui vous permet de subsister, combien de temps ça va durer, avec qui, il n'y a rien qui soit calme maintenant. C'est dur. C'est dur parce qu'on est dans une profonde ignorance de nos capacités de résistance et donc de nos ennemis. Après tout, on a vu Macron et Trump, un mois après avoir quitté le truc sur le climat, ensemble aux Champs-Élysées, avoir ensemble défilé. C'est quand même extraordinaire, parce que Trump avait dit à Macron, je vous attaque avec mon CO2. Une déclaration de guerre. L'Amérique est en guerre, on est en guerre avec l'Amérique. Oui, mais qui dit on est en guerre avec l'Amérique? Non, on dit on va trop. Oui, l'ennemi n'est pas clair, probablement. Je simplifie la situation de la résistance. Merci. Le 2 octobre, 17h30 de nouveau, ce sera au Hall Civique, mais aussi de Belleville, dans le parc de Belleville, avec Alice Mazo et Magali Mongeon, donc sur un tout autre sujet, mais il y a des liens. Le marché de la démocratie participative, qui intéressera le nombre